Merci à tous d'être là. Merci Pierre-François pour cette organisation. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le préprint que nous venons d'écrire et il y a 2 articles avec Emmanuel Trella qui sont publiés. Vous pourrez retrouver ça sur les transparents. Donc, le contexte est le suivant. On se fixe une distance D à courir, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres. On est allé jusqu'à 10 000 mètres. Et la question est comment optimiser son effort, comment optimiser ses ressources pour faire le meilleur temps possible. Donc c'est une question a priori pour un champion, plus que pour monsieur tout le monde, et essayer de voir justement comment font les champions pour courir. Alors là-dessus, comme vous l'imaginez, on a conçu un modèle mathématique de coûts et de bénéfices. Donc ça veut dire qu'on va essayer de mettre en place un système d'équations différentielles, c'est-à-dire sur les fonctions et sur leurs dérivés. Et les fonctions principales qu'on va essayer de calculer, c'est évidemment la vitesse du coureur, la force qu'il va mettre pour courir et son énergie. Donc voilà, ça c'est le cadre général. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va prendre les lois de la physique. Je vais essayer de vous montrer que construire le modèle, ce n'est pas évident. Ça nous a pris plusieurs années, en fait, pour arriver au modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, plutôt que vous donner les équations dans le transparent suivant, je vais essayer de passer un tout petit peu de temps avec vous pour que vous voyez comment est-ce qu'on a construit ce système à la fin. Ensuite, une fois qu'on a un problème bien posé, comme a dit Pierre-Antoine, il va falloir le résoudre numériquement. Donc ça, ce n'est pas du tout ma compétence. Et c'est là qu'Antoine vous parlera de la résolution numérique. Et ensuite, je reprendrai la parole pour partir des champions et voir comment notre modèle s'applique à eux et ce qu'on a pu en dire. Voilà, donc première étape, les lois de la physique. Il y en a 3. La première, c'est la plus connue, le principe fondamental de la dynamique, ou seconde loi de Newton. C'est ça qui va nous permettre de faire la mécanique du problème. Et ça, je dirais, c'est la course à pied ou c'est n'importe quel sport. Ensuite, il faut rajouter le fait que l'humain a un cœur, il respire. Cette respiration, cet oxygène, il va le transformer en énergie. Ça, c'est bien, c'est un réservoir infini. Et à ce réservoir infini, on rajoute un autre réservoir qui est fini, qui vient de l'énergie qui ne dépend pas de l'oxygène, qui est ce qu'on appelle l'énergie anaérobie. Donc il y a 2 sources énergétiques et il va falloir arriver à mettre en place le fait que l'énergie est conservée. Donc on en a et on la dépense. Et le 3e principe, qui est moins connu, qui vient d'une discussion avec des chercheurs pas très loin à la Pitié-Salpêtrière à l'Institut du cerveau et de la moelle, c'est ce qu'on appelle le contrôle moteur, c'est-à-dire que le fait que l'humain a un cerveau et qu'on ne peut pas juste appuyer sur un bouton pour le mettre en route et l'éteindre. C'est un cerveau qui commande l'activité musculaire et donc il y a un temps, il y a une motivation entre ce qu'on va donner comme ordre et ce qui se passe de manière effective. Voilà, donc les 3 lois, le principe fondamental de la dynamique, la conservation de l'énergie et le contrôle moteur. Avec ça, on va calculer un tout petit peu plus que ce que je vous ai dit dans le transparent précédent. On va savoir calculer la vitesse, la force de propulsion. Puisqu'on a un contrôle, on va parler de ce que c'est ce contrôle sur la force de propulsion, donc l'énergie anaérobie et l'équivalent énergétique de la VO2, c'est-à-dire la VO2 pour ceux qui courent, c'est le débit d'oxygène qu'on transforme en énergie. Et à ça, on peut en trouver un équivalent énergétique. Et c'est ça que nous, on va utiliser. Et donc avec tout ça, on va essayer de mettre en place ce qui s'appelle un problème de contrôle optimal, c'est-à-dire minimiser le temps et l'effort pour arriver à la meilleure stratégie de course. Donc on commence avec, je dirais, le plus facile, c'est la mécanique. Donc la mécanique, on a une position x de t, qui part de 0, qui finit au temps final tf à d. Et la dérivée de la position, c'est la vitesse, et la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, et la seconde loi de Newton dit que l'accélération, en tout cas par unité de masse, c'est égal à la somme des forces par unité de masse. Donc,
Dans le modèle le plus simple, je dirais, il y a deux forces. Il y en a une qui propulse, la force de propulsion, on l'appelle F de T, on ne sait pas trop combien ça vaut. Et puis, il y a tout ce qui freine. Donc là, moi, j'ai mis un frottement, un freinage qui est proportionnel à la vitesse. Vous pouvez rajouter là-dessus tout ce que vous voulez. Un vent, si vous êtes en Bretagne, très fort, qui va être proportionnel à la vitesse au carré. Une côte qui va vous rajouter à nouveau un terme lié au pourcentage de côte que vous avez, etc., etc. Donc la mécanique, c'est connu, c'est facile. On met l'équation et on sait plus ou moins la résoudre. Alors évidemment, le problème là, c'est que vous allez me dire, oui, mais la force de propulsion du coureur, elle vaut combien? Donc c'est évidemment ça la question. Si on suppose que la force est constante, là c'est très facile. La solution, c'est une exponentielle. Tout le monde ici sait résoudre ça. Et c'est ça qui donne en général le début de course, c'est-à-dire qu'on part en général à force constante le plus fort possible et la vitesse augmente. Très bien. Mais un humain, en tout cas personne à ma connaissance, ne sait maintenir une force constante pendant plus de quelques secondes. Et donc il va falloir trouver un peu mieux pour comprendre comment varie la force. Parce qu'on n'a pas de loi comme ça qui va nous donner la force. Donc si on met, là c'est un petit clin d'œil à ceux qui sont impliqués dans le grand oral de maths, si on met une force qui est par exemple linéaire décroissante ou exponentielle décroissante, c'est assez facile encore de résoudre les quadifs et de trouver la vitesse. Et là, du coup, ça donne une vitesse qui est comme celle que j'ai tracée, c'est-à-dire une vitesse qui croît et puis en fait qui redécroît. Et ça, c'est la courbe d'un sprinter, c'est-à-dire un sprinter, il ne maintient pas sa force, il a une force qui globalement décroît sur un sprint, donc c'est-à-dire un 100 mètres, un 200 mètres, un 400 mètres, et il accélère et il passe sa ligne d'arrivée en allant un tout petit peu moins vite qu'à son pic d'accélération. Bien, donc on va essayer de voir comment rajouter des choses dans notre modèle pour comprendre pourquoi la force se comporte comme ça. Donc, en tout cas, je peux vous dire que c'est vrai, c'est-à-dire, il y a eu des fois où je montrais Usain Bolt, et puis après les gens m'ont dit oui, mais c'est parce que c'est Usain Bolt. Donc non, tous les athlètes qui courent le 100 mètres passent la ligne d'arrivée en décélérant, en allant moins vite, et en fait, on le voit ici. C'est à partir de 60 mètres qu'ils arrêtent d'accélérer, c'est-à-dire si vous regardez les temps pour faire 10 mètres, ils diminuent jusqu'à 60 mètres et après ils réaugmentent. Alors ils ne réaugmentent pas de manière colossale, hein. De 0,85 on passe à 0,86, 87, 88, donc c'est faible, mais l'athlète n'est plus en train d'accélérer. Donc la meilleure stratégie, on va le montrer, c'est de partir à fond et ensuite de décélérer le moins possible. Et c'est ça qu'on arrive à faire, qu'on vous aurez compris, j'espère, à la fin de l'exposé. Donc on a notre mécanique, mais maintenant on veut rajouter des lois pour comprendre comment varie la force de l'humain, la force de propulsion de l'humain. Donc la deuxième loi qu'on peut mettre, c'est l'énergétique, et c'est dire que cette force de propulsion elle produit un travail, ou une puissance. La puissance, c'est F de t fois V de t, la vitesse. Si on court en ligne droite, en tout cas, ça se passe comme ça. Et elle vient de deux sources. Donc, elle vient de l'oxygène, du débit, de la quantité d'oxygène qu'on va transformer en énergie. Donc, la puissance aérobie, ça va être en fait une puissance liée à ce débit d'oxygène qu'on a transformé en énergie. Et puis l'énergie anaérobie. Donc en fait, il y a une équation, je dirais, assez générale qu'on peut écrire comme F de t, V de t, c'est-à-dire la puissance développée par la force de propulsion. C'est d'une part la puissance anaérobie, c'est-à-dire l'opposé de la dérivée de l'énergie anaérobie, et puis un autre terme qu'on ne connaît pas encore très bien, pour l'instant je l'appelle sigma, et ça nous fait une équation énergétique. Alors ça, si on le rajoute aux deux équations qu'on avait au départ, avec quelques petites contraintes qui sont que la force est bornée, on n'a pas quelqu'un qui peut avoir des produits dopants à un point d'atteindre une force infinie, donc la force est bornée. L'énergie anaérobie, elle est bornée. En général, on court en diminuant l'énergie et à la fin, elle reste toujours positive, et à la fin, elle est nulle. Donc le problème tel qu'il est écrit ici, c'est un petit problème de contrôle optimal
qui a été proposé par Joe Keller du Courant Institute en 1974. Et à l'époque, il l'avait résolu numériquement. Et ce qui se passe, la solution numérique, elle est formée de 3 parties. Et en fait, ces 3 parties, on peut les prouver. Donc si ça vous amuse de voir un peu comment fonctionne le contrôle optimal dans l'épreuve, c'est une partie de ce papier avec Bonance en 2014. Donc on peut prouver en fait que le minimum, enfin l'optimum de ce problème-là, c'est-à-dire celui qui va conduire au temps final le plus petit, c'est formé de 3 parties. Une première partie, la vitesse augmente et en fait on est à force maximale. Donc ça c'est la croissance exponentielle de la vitesse. On commence à F égale Fm, le maximum qu'on a mis ici sur la force. Une deuxième partie qui est l'arc singulier à vitesse constante. Donc on a toute une grande partie de course à vitesse constante. Et enfin une dernière partie de course à énergie nulle. Alors évidemment, si on pense à un athlète, le fait qu'il court à énergie nulle, ça veut dire qu'il est quasiment déjà allongé par terre avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Donc ce n'est pas possible. Donc il manque des choses dans le modèle. Mais en tout cas, il a le mérite, d'une part, de donner des vitesses de course qui sont à peu près cohérentes avec les records connus. Donc si vous fixez une distance et puis vous prenez les bonnes valeurs des paramètres, ça donne une vitesse moyenne qui est à peu près celle des records, donc ça c'est plutôt satisfaisant. Ça a le mérite, quand on aime un peu les mathématiques, d'avoir face à soi un problème qu'on peut quasiment explicitement résoudre, parce qu'on peut prouver comment sont formés les arcs optimaux. Mais évidemment, si on veut aider les champions à améliorer leur record, on n'est pas là, parce que courir à énergie nulle à la fin avec une vitesse qui diminue, c'est pas bon. Donc il faut faire un peu mieux, et le un peu mieux, il y a 2 choses à faire. Donc il faut améliorer ce que j'ai appelé le modèle de VO2, c'est-à-dire ce nombre ici que j'ai mis qui était constant, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, sigma est constant? Ça veut dire que je cours 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 1000 mètres ou 10 000 mètres, j'ai toujours le même débit d'oxygène que je transforme toujours en la même quantité d'énergie. Donc évidemment, ça, c'est pas cohérent, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose à améliorer. Et la deuxième, c'est que en fait, ce modèle-là, tel qu'il conduit à des variations de force qui sont trop importantes. C'est-à-dire, si vous êtes à l'arrêt et je vous dis, allez-y, mettez-vous à courir à fond, vous ne partez pas comme ça à fond. Il y a, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un certain temps qui fait que vous allez contracter le muscle, que la jambe va partir et que vous allez vous mettre à courir. Et ça, on peut le résoudre d'une manière mathématique un petit peu olé-olé, je dirais, en disant qu'on va borner la dérivée de la force, c'est-à-dire que la dérivée de la force, elle ne peut pas avoir une pente infinie, elle a une pente qui est bornée en gros par le fait que, par le temps de réaction du cerveau. Donc ça, c'est pas trop faux, ça marche pas trop mal. Mais l'idée, c'est donc d'arriver à améliorer cette équation qui va conduire à des variations de force. Donc on y va, on est parti. J'espère que vous avez encore du courage, parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Donc la VO2. La VO2, le débit d'oxygène qu'on transforme en énergie, en fait, ça dépend de la longueur de la course. Si la course est courte, ça correspond à ce qu'on appelle les courses de sprint, ce débit est croissant, c'est-à-dire que même si vous êtes échauffé énormément, vous allez partir et ce débit va augmenter au long de la course. En général, tant que vous courez 100 mètres, 200 mètres, jusqu'à 400 mètres à peu près, ce débit augmente de façon pas très loin de linéaire sur l'ensemble de la course. Le 800 mètres, c'est la course un peu charnière entre les deux, c'est-à-dire que le débit va d'abord augmenter et ensuite diminuer. Et surtout, ce qui est course d'endurance, c'est-à-dire à partir du 1500, le débit, donc il faut prendre le dessin qui est là à l'envers, il faut arriver voilà, par ici. Le débit augmente, atteint un plateau et ensuite va rediminuer. Alors pourquoi j'ai dit il faut le prendre à l'envers? Parce que là, je l'ai tracé dans le modèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait dépendre cette énergie aérobie qui dépend de l'oxygène aussi de l'énergie anaérobie. Alors pourquoi? Parce que les physiologistes ont remarqué qu'en fait, quand on arrive à peu près sur des courses d'endurance, quand un athlète arrive à peu près
au tiers de son stock anaérobie, il va avoir son débit d'oxygène qu'il transforme en énergie, sa VO2, qui diminue. Donc il y a un espèce de mécanisme de rétroaction dans le corps qu'aujourd'hui personne ne sait expliquer avec de la biologie, mais qui a juste été observé, qui est cette rétroaction entre le fait que quand vous avez un stock d'énergie anaérobie qui diminue trop, eh ben, le corps, il se protège et il va se dire « Ouh là là, on ne continue pas comme ça sur ce rythme et le débit d'oxygène va diminuer aussi. » Donc nous, dans le modèle, on a fait ça. Et c'est ça qui marche bien, c'est-à-dire que si on mettait une VO2 qui dépend juste de la distance, ça ne marche pas du tout. Voilà, donc on va mettre une fonction sigma qui dépend de l'énergie anaérobie. Donc l'énergie anaérobie, elle décroît. Donc c'est pour ça, si je trace sigma de E, il faut le prendre dans le sens inverse par rapport au temps. Et donc on va prendre l'hypothèse que sigma de E est croissant sur des courses courtes, croissant puis décroissant sur un 800, et que ça atteint un plateau à partir du 1500. Donc pour information, dans les notations qui viendront plus tard, on va appeler gamma 1 et gamma 2 les points de troncature ici quand on a une courbe en 3 morceaux. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais ça avance pas mal. Et avec ça, on reprend les mêmes équations qu'avant. Donc on a la dérivée de la position, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, c'est la somme des forces. Encore une fois, vous pouvez faire plus compliqué. Là, j'ai fait le plus simple possible. C'est la force de propulsion qui va vers l'avant et une force de frottement qui est linéaire par rapport à la vitesse. On part de 0. On veut arriver à la distance d en un temps tf. On part avec une vitesse v0 qui a priori est nulle, mais pas forcément. On a une force qui est entre deux bornes. On part d'une énergie E0 et on arrive a priori à une énergie nulle, en tout cas une énergie qui reste positive. Donc ça, il faut quand même lui rajouter quelque chose, comme je disais, sur le fait que la force ne varie pas trop fort. Donc si on met en plus une borne sur la dérivée de la force, ça ne se passe pas trop mal, et là on commence à avoir un modèle qui commence à être raisonnable et qui décrit bien les coureurs, qui n'est pas complètement satisfaisant du point de vue de la force, et c'est pour ça qu'on a fait un pas de plus. Donc c'est ce que je vous disais, on est allé voir les gens à l'Institut du cerveau et de la moelle. Alors c'est des gens qui sont très différents des mathématiciens, parce qu'eux, ils prennent vraiment des gens du public comme ça, et puis ils les font venir, et puis ils vont dire, voilà, je vous donne 1 euro, 5 euros ou 10 euros, selon que vous tapez plus ou moins fort là sur le pupitre, et selon que vous allez arriver à faire monter le dynamomètre très haut ou pas très haut. Alors évidemment, les gens sont très motivés, parce qu'en général, le gain d'argent motive les gens. Donc avec des expériences comme ça, alors ce qu'ils disent évidemment, c'est qu'au début, ils disent aux gens qu'ils vont gagner de l'argent, et puis à la fin, ils leur expliquent que la recherche, c'est quand même pas un pays de riches, et donc en fait, c'était de l'argent fictif, et que finalement, ils n'ont rien gagné. Mais ceci dit, ça leur a permis de mettre en place des modèles qui sont des modèles de coûts et de bénéfices, pour comprendre comment varie une situation où on passe d'une force F1, donc par exemple, eux, la situation de base, d'accord, c'est je suis comme ça, et puis je vais taper, et quelle force j'arrive à atteindre. Donc je pars d'une force nulle ici, et je vais atteindre une force F2. Donc je pars de F1 à F2, et je veux atteindre dans un temps donné, ou dans un temps à minimiser, peu importe, tous les problèmes sont les bienvenus, une autre force, et je veux minimiser quelque chose. Donc le quelque chose, c'est ce qui s'appelle le contrôle moteur, c'est-à-dire que si vous avez envie de passer d'une force à une autre, il n'est pas très intéressant de faire du fractionné. Donc le mieux, c'est quand même d'atteindre la force de manière claire et nette, plutôt qu'avoir une attitude qui consiste à la varier trop. Donc c'est un peu comme ça qu'ils ont écrit cette équation différentielle. Donc l'idée, c'est de dire la variation de force. D'accord, nous, dans notre premier modèle, on avait juste dit on y met une borne, c'est pas plus grand qu'une certaine valeur, et puis ça ira bien comme ça. Donc eux, ils font mieux. Ils vont dire elle est proportionnelle au fait qu'on veut atteindre une force maximale, Fmax, et là-dessus, on y met un contrôle qu'on appelle le contrôle moteur, et ce contrôle, c'est U, et on veut en minimiser son intégrale au carré. Donc cette force, elle va augmenter avec le contrôle moteur, et s'il n'y a pas de contrôle moteur, elle décroît exponentiellement.
Donc c'est un problème qui est assez joli mathématiquement et qui est quasiment soluble intégralement. Et donc là, je vous ai juste tracé à quoi ça ressemble. C'est proche d'une sigmoïde. Mais si ça vous intéresse de comprendre un peu comment ça se passe, il faut aller chercher ce qui s'appelle le hamiltonien du problème, ce qui conduit à ce qui s'appelle l'adjoint de la force. Et en fait, in fine, on arrive à écrire une équation différentielle juste sur le contrôle. Alors moi, quand j'étais petite, j'adorais les équations différentielles. Ça m'a toujours fascinée et je me posais toujours la question lesquelles on sait résoudre, lesquelles on ne sait pas résoudre. J'avais découvert un gros pavé qui avait été imprimé en Russie où il y avait normalement toutes les équations différentielles qu'on savait résoudre. Et je me disais, je ne sais pas comment on arrive à apprendre tout ça par cœur et à savoir, etc. Et donc, quand j'avais vu ce problème, je m'étais dit, c'est quand même magique se dire que quelque chose qui contrôle l'action musculaire et finalement correspond à une équation différentielle qui est exactement soluble, hein, parce que U point égale gamma U point U plus 1, bah, ça s'intègre et c'est pas très difficile. Voilà, donc c'est un problème qui n'est pas très loin d'une équation logistique, qui conduit à une équation proche d'une sigmoïde, donc c'est mathématiquement assez satisfaisant. Et donc ça, il faut le rajouter à ce qu'on avait avant. Donc ça nous fait une équation de plus. Donc on a toujours la dérivée de la position qui est la vitesse, notre dynamique, notre énergétique, et on rajoute cette équation qui fait varier f, en supposant évidemment que le coureur il n'a pas décidé de reculer, parce que sinon on est mal parti, donc il a toujours décidé de mettre une force qui est positive. Et alors maintenant on se retrouve à minimiser deux choses. Alors a priori c'est un peu compliqué, il faut à la fois minimiser le temps final, il faut minimiser le contrôle moteur, donc l'intégrale de u carré, une intégrale de 0 à tf de u carré. Donc ça, évidemment, minimiser deux choses à la fois, c'est très compliqué. Alors, en maths, il y a une chose assez simple pour faire ça, c'est de dire, on va mettre un petit paramètre devant l'autre, et puis comme ça, on espère que ça minimise les deux à la fois. Donc ça, ce n'est pas un théorème, c'est plutôt un peu de la cuisine, mais dans notre cas, ça marche bien. Donc on va minimiser TF, et là, selon les courses, donc vous voyez, sur un 1500 mètres, on est autour de 200 secondes, sur un 100 mètres, on est autour de 10 secondes. Donc il va falloir ajuster le paramètre alpha pour que alpha u carré, ce soit quelque chose qui joue sur le centième de seconde, c'est-à-dire quelque chose qui ne joue pas sur le temps final du champion qu'on veut atteindre. Voilà. Donc ça marche assez bien, et les deux sont minimisés à la fois. Donc encore une fois, ce n'est pas un théorème, mais dans le cas de notre problème, ça fonctionne. Donc voilà, on a un problème mathématique qui est bien posé, il ne nous reste plus qu'à trouver la solution. Donc évidemment, comme je ne suis pas allée entrer dans le détail, mais ces équations, elles sont pleines de paramètres qui vont dépendre du coureur. Donc il y a tau, qui est le coefficient, qui est en gros un coefficient de frottement. Il y a gamma, il y a E0, l'énergie anaérobie, il y a sigma, je suis un peu passé sous silence combien ça vaut, mais c'est lié à ce qu'on appelle la VO2 max, à quel moment ça augmente, à quel moment ça diminue. Bon, donc il y a beaucoup de paramètres, et la plupart, évidemment, ce qui est drôle, c'est qu'on ne peut pas les mesurer. C'est-à-dire que si vous me demandez à moi ou pour quelqu'un combien ça vaut, comme ça, je ne peux pas faire l'équivalent de mettre sur une balance ou trouver l'appareil de mesure idoine qui va nous fournir la valeur. Il n'y a que la VO2 qu'on sait mesurer avec des masques, mais pour tout le reste, on ne sait pas faire. Donc il faut trouver une autre solution. Et l'autre solution, c'est d'avoir des datas de course, c'est-à-dire des données de position et de temps extrêmement fréquentes et précises, et qui font qu'on peut en fait identifier ces paramètres et ensuite leur donner une valeur. Alors, pour arriver au modèle complet, il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, que je vais passer quand même un petit peu sous silence parce que le modèle se complique de plus en plus. Pour l'instant, j'ai tout écrit en ligne droite, c'est-à-dire que ma dynamique, j'ai projeté sur une ligne droite, c'est facile, mais dans la vraie vie, ça monte, ça descend, ça tourne. La piste, sur les pistes intérieures, elle est à la fois inclinée, elle monte en étant penchée. Donc, pour ceux qui aiment la physique et les repères de freinée et les projections là, il y a de quoi faire. Donc, normalement, dans la vraie vie, il faut aller projeter votre dynamique
sur la trajectoire. Et la trajectoire, si ce n'est pas une ligne droite, si c'est un cercle ou une clotoïde qui monte, il va falloir projeter comme il faut. Donc si c'est un cercle, ce n'est pas trop dur. Il y a ce qui s'appelle l'accélération centrifuge ou la force centrifuge, c'est-à-dire que quand vous allez projeter sur le repère de Freinet, l'équation que j'ai écrite, c'est l'équation selon le vecteur tangent, et puis selon le vecteur normal, il y a une accélération qui est mv carré sur r. Donc v, c'est la vitesse, v fois v, et r, c'est le rayon de la trajectoire. Donc sur un stade standard, r, c'est 36,50 m, ce qui fait que cette force, c'est à peu près le tiers du poids. Donc c'est une force qui ralentit le coureur de manière explicite, qui le fait se pencher. Pour un coureur comme Usain Bolt ici, ça fait un angle d'environ entre 12 et 15 degrés, selon la vitesse et en fait selon le stade, parce que tous les stades ne sont pas pareils. Et donc, ce qu'on va rajouter dans le modèle que je vous ai écrit, et là j'ai hésité et j'ai renoncé quand même à vous écrire toutes les équations, on va rajouter deux choses. On va rajouter quelque chose dans l'équation d'énergétique. Alors ça, on a mis du temps à le comprendre, mais si vous imaginez que vous ressortez là de la salle, vous montez les escaliers pour ceux qui sont en bas, ou vous allez jusqu'à chez vous, en tendant les bras comme ça à l'horizontale, ou même mieux, en les levant au-dessus de votre tête, vous allez vite vous rendre compte que c'est assez fatigant et que vous n'allez peut-être pas aller jusque chez vous avec les bras levés au-dessus de la tête. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand on n'est pas dans une position qui est optimale. Et alors en particulier le coureur, pour aborder le virage et pour en sortir, il va se pencher pas exactement à l'angle forcément d'équilibre. Et donc, imaginons qu'il ait décidé par exemple de courir penché en ligne droite, ça va lui coûter assez cher en énergétique. Donc globalement, il y a ce qui s'appelle un coût énergétique lié à la statique, en fait, lié à la position, et qui va faire que si on n'est pas à sa position d'équilibre, on consomme de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose à rajouter dans les équations. Et la deuxième, c'est qu'on va écrire en plus de notre équation sur petit f, sur lequel on a mis l'équation des collègues de l'Institut du cerveau et de la moelle, Pessiglione et leurs co-auteurs, on va écrire une autre équation sur f total, donc f total étant supérieur ou égal, enfin la formule que j'ai mise, f carré, total carré étant supérieur ou égal à f carré plus v4 sur r2. D'ailleurs, si je suis en ligne droite, en fait, f total et f, c'est la même chose. Si je suis penché, en général, c'est égal, sauf que r, il est discontinu, puisqu'on part de r égale l'infini sur une ligne droite à r égale 36,5. Et en fait, le coureur, il ne va pas se mettre d'un angle 0 à un angle 15 degrés de manière immédiate. Donc, il y a une force qui va jouer là-dedans. Voilà, donc je n'entre pas complètement dans les détails, je vous dis juste, on le traite comme ça marche bien. Et on va revenir à la question de base, qui sont, on a un certain nombre de paramètres, donc j'ai essayé de les lister comme il faut, E0, l'énergie anaérobie, F max, la force maximale de propulsion, tau, c'est l'économie du coureur, gamma 1 et gamma 2, vous vous souvenez, c'est les valeurs de troncature sur ma VO2, cette valeur maximale et finale de VO2. Voilà, donc tout ça, ça va être estimé grâce à un calcul et grâce à des données qu'on a eues de la société Matsport qui a mesuré sur les championnats d'Europe d'athlétisme 2022 et les U23, U23 c'est les jeunes, 2021. Donc c'est un système de tracking qui fait que les athlètes ont une puce sur eux, il y a une dizaine d'antennes sur le stade et ça mesure toutes les 100 millisecondes leur position et leur vitesse. Donc ça donne beaucoup de données sur l'ensemble des championnats. Alors, ce n'est pas complètement fiable, c'est-à-dire qu'après, quand on les a retracés, il y en a qui sortent de la piste, donc il y a des jours où les mesures n'étaient pas tout le temps bonnes, mais on est arrivé à s'en sortir sur certaines courses, et je vais passer la parole à Antoine pour qu'il vous parle de la résolution numérique. Merci Amandine, elle vous a décrit tout le côté mathématique. Et donc, je suis parti des lignes qu'Amandine a écrites. Et maintenant, on essaye de résoudre numériquement cette équation définie mathématiquement. Et on veut trouver un temps final le plus petit possible, bien sûr, pour une course. Mais on ne peut pas faire de résolution directe sur un ordinateur, parce que c'est un système compliqué, avec des non-linéarités et des contraintes, par exemple, force strictement positive.
on ne peut pas non plus essayer de faire une simulation pas à pas dans le temps, parce que les valeurs de U, les bonnes valeurs de U à l'instant 0, on ne les connaît pas. Quelle va être la bonne valeur de U pour qu'à la fin, le temps soit minimal? Et donc, il faut absolument utiliser une optimisation non linéaire, un algorithme particulier, pour pouvoir trouver ce fameux temps minimal pour la course. Et donc, sur l'ordinateur, pour optimiser et obtenir ce temps minimal, il va falloir discrétiser, c'est-à-dire trouver la valeur de U et de la vitesse à des instants particuliers et des valeurs précises. Donc, par exemple, tous les mètres, pour avoir une vision à peu près précise de la course. Mais donc, tous les mètres, ça veut dire 1500 points sur 1500 mètres. Et si on veut optimiser toutes les valeurs de U, donc aux 1500 endroits différents, il faut au moins tester quelques valeurs à chaque endroit. Donc il en faut au minimum 2. Mais 2 valeurs à tester pour la première étape, suivies par 2 valeurs à tester pour la deuxième, etc., ça fait 2 puissance 1000, au moins, peut-être même 2 puissance 1500 valeurs à tester. Et c'est largement trop pour un ordinateur. Il faut trouver un autre moyen. Et l'autre moyen que nous avons choisi, c'est un algorithme d'optimisation de points intérieurs. Le logiciel s'appelle IPOpt. C'est pour ça que j'ai marqué là. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on choisit une valeur de U au départ qui n'est pas bonne, mais qui marche. Et on va la faire évoluer dans le bon sens pour se rapprocher de la meilleure valeur de U qui va arriver à un temps final optimal le plus vite possible. Mais pour aller dans le bon sens, pour trouver le bon U, ce qu'il faut, c'est connaître les variations de U, donc la dérivée. Donc il faut calculer des matrices très compliquées et très grandes, le jacobien, le hessien, qui sont les dérivées premières, dérivées secondes. Comment est-ce qu'on fait pour écrire les 1500 dérivées des U aux 1500 points différents? Alors heureusement, en informatique, on va pouvoir utiliser des algorithmes qui s'appellent la différenciation automatique et un logiciel qui s'appelle Cassady pour qu'une fois qu'on a écrit les équations en Python, normalement, donc c'est ce que j'ai présenté là-haut, l'ordinateur va pouvoir créer les dérivées lui-même, les dérivées exactes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'optimisation faite par IPOpt nous donnera un optimum sans trop de calculs. Donc beaucoup moins que les 2 puissance 1000 calculs que j'avais présentés au départ. Alors le seul point un peu négatif de cette méthode, c'est que comme on cherche un chemin vers la meilleure valeur, un chemin, ça veut dire qu'à chaque étape du chemin, on cherche la direction du point suivant sur le chemin. Et donc on cherche une dérivée. Mais c'est séquentiel essentiellement. Donc on ne peut pas utiliser d'ordinateur parallèle. Alors que maintenant, tous les ordinateurs sont parallèles pratiquement. Mais enfin, au moins, on a une solution. La deuxième partie du problème, qu'Amandine a présenté aussi, c'est qu'on a des paramètres qui nous donnent la meilleure course pour un athlète ayant ces paramètres. Mais nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est connaître les bons paramètres pour des athlètes qui existent vraiment. Et donc, c'est une autre optimisation à faire. Étant donné un athlète de la vie réelle qui fait des courses que l'on peut mesurer dans la vie réelle, quelles sont ces valeurs de paramètres physiologiques correspondant à cet athlète? C'est une optimisation où il y a toujours trop de variables pour une recherche systématique, c'est-à-dire qu'on est de nouveau obligé d'utiliser un algorithme, mais dans ce nouveau cas, nous n'avons pas de gradient, nous n'avons que le résultat de l'optimisation précédente. Donc on ne peut plus utiliser IPOpt. Et la fonction objectif elle-même est extrêmement coûteuse puisqu'il faut faire toute une optimisation. Donc, je peux représenter la situation un peu comme ça. On est totalement dans le noir. On cherche le point optimum où le temps de la course est le plus petit possible. Et on peut procéder un pas à la fois pour tester une nouvelle valeur, mais totalement dans le noir. Et le pas est très coûteux parce qu'il faut faire toute une évaluation de l'optimisation d'avant. Heureusement, il y a quand même des algorithmes qui existent, qui sont capables de faire ça.
Alors, on aurait pu prendre, par exemple, un algorithme génétique. Mais ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons choisi l'algorithme PSO, Particle Swarm Optimization. C'est une heuristique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de trouver le meilleur résultat possible, ce qui est un peu normal parce qu'on est dans le noir. Mais au moins, on va trouver une valeur qui n'est pas trop mal. L'idée, c'est qu'on imagine un essaim d'abeilles. Une abeille toute seule va chercher dans le noir une solution. Mais peut-être qu'elle ne va pas être au bon endroit. Et donc, si on a plusieurs abeilles et les autres cherchent en même temps, alors chaque abeille peut se diriger vers les autres si les autres ont trouvé quelque chose de meilleur. Et donc, chaque abeille a deux objectifs que l'on peut programmer facilement. Soit elle cherche par elle-même, soit elle suit les autres. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, je représentais un domaine avec plusieurs minima qui sont au centre des cercles concentriques, et les abeilles, on voit leur vitesse avec les flèches. On les voit évoluer, donc elles se rapprochent des minima au fur et à mesure, et on voit bien qu'il y en a un qui les intéresse plus que les autres, celui un peu au centre, là, à gauche. Donc je reviens à la dernière image. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'abeilles qui se sont concentrées sur le meilleur optimum. Ce qui tombe bien, on est d'accord, hein, trouver le meilleur optimum n'était pas garanti. Mais bon, comme quoi ça marche. Et donc on a trouvé un algorithme qui est, alors là, c'est fantastique, c'est totalement parallèle puisque les abeilles sont indépendantes. Donc on peut faire tourner, si j'ose dire, chaque abeille sur un processeur différent. Mais il reste quelques petits détails, il faut faire des choix. En particulier, il y a 3 paramètres pour un algorithme PSO. L'importance que l'abeille donne à la solution qu'elle trouve elle-même, donc cognitive parameter, l'importance qu'elle donne au choix des autres, est-ce qu'elle va plutôt aller suivre les autres, le social parameter, et un terme d'inertie qui est quand elle a décidé de changer de direction, à quelle vitesse elle va changer de direction. Mais bon, là aussi, clairement, ça marche. On a trouvé une solution. Donc, si on l'applique à notre problème, voilà ce que ça va donner. On va choisir un athlète, ou une athlète dans ce cas-là, de la vie réelle. Femke Bol, c'est une championne néerlandaise, par exemple. Et on va calquer la course réelle qu'elle a faite, grâce aux mesures de Matsport, aux courses que l'on obtient avec les paramètres physiologiques que l'on essaye. Et grâce à l'algorithme PSO, on va obtenir les meilleures valeurs de ces paramètres. Et donc maintenant, je vais laisser de nouveau la parole à Amandine pour qu'elle décrive les résultats qu'on a pu obtenir avec des vrais athlètes. Donc je commence par vous résumer la situation, celle pour le coup à laquelle on est arrivé. Donc ce qu'on est arrivé à montrer, c'est que pour optimiser son effort, quand on est entre un 100 mètres et un 400 mètres, on part très fort et on passe la ligne d'arrivée en ralentissant. À partir du 800 mètres, il y a une transition. Et à partir du 1500, qui est la distance sur laquelle vraiment la VO2, c'est-à-dire l'énergie qui vient de l'oxygène, atteint un palier au milieu de la course. La course a une partie centrale à vitesse presque constante, donc on démarre pour atteindre la vitesse de croisière. On a une vitesse de croisière, mais la fin, ce n'est pas comme Keller, on ne la court pas à énergie nulle, on la court avec un sprint, qui est beaucoup plus proche de la réalité physique. Alors, il reste là-dessus des choses qu'on a plus ou moins résolues, donc l'effet de la force centrifuge, qui est du couloir, qui est mécanique, et l'effet psychologique, le fait que quand il y a quelqu'un qui court devant, on va un peu plus vite que s'il n'y a personne. Donc ça, ce n'est pas juste un effet aérodynamique, ce n'est pas comme en vélo. En vélo, ils vont vite, effectivement, s'ils sont derrière quelqu'un, ils vont profiter du vent et de l'aspiration. En course, ils ne vont pas assez vite pour qu'il y ait de l'aspiration. Par contre, on a mesuré quelqu'un qui fait un tour de stade tout seul, enfin quelqu'un au sens un athlète, un champion, qui fait un tour de stade tout seul ou qui va le faire derrière un lièvre, il peut gagner jusqu'à 1 seconde sur un tour de stade, c'est-à-dire 400 mètres. Donc il y a un vrai effet
psychologique à ne pas réfléchir à ce qu'on a à faire et à partir parce qu'on est un peu comme accroché et on suit le rythme de celui qui est devant. Donc ça, c'est vrai sur un sprint, c'est vrai en endurance. Si vous avez entendu parler de records là, qui a été tenté d'être battu en dessous des 2 heures par Kipchoge avec Nike et Ineos, donc ils ont mis une voiture des coureurs du monde, etc., sur une piste, le circuit Formule 1 de Monza, la plus plate possible, et donc ils lui ont donné le rythme à suivre. Donc évidemment, ça n'a pas été homologué parce qu'il y avait trop de critères qui étaient trop loin d'une course homologable. Mais l'idée derrière, c'est ça, c'est qu'il y a un effet psychologique très net à courir, à suivre quelqu'un. Donc ça, on a commencé à le modéliser comme un terme d'attraction dans la vitesse. En gros, en maths, quand on fait de la diffusion, de la diffraction, c'est toujours un peu les mêmes termes de la même façon. Donc ce qu'on fait, c'est que le coefficient de frottement taux qui est dans l'équation de dynamique, on va considérer qu'il est diminué, alors je ne sais pas s'il faut dire diminué, 1 sur taux est diminué plutôt, quand il y a un effet d'interaction avec un coureur devant, mais il ne faut pas que ça joue si on vient d'être doublé, parce que si vous venez d'être doublé, il y a un temps de latence du cerveau, un temps de réaction avant de réaliser qu'il y a quelqu'un devant et que vous pouvez à nouveau vous accrocher. Donc ça, on l'a mis en place dans le modèle, on ne l'a pas complètement intégré encore à tout le système que je vous ai donné, mais disons, c'est en train d'être fait. Alors, les résultats pour le 400 mètres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en général l'athlète qui gagne, donc qui est en tout cas pour Femke Bol sur un 400 qui fait sa course devant. Donc il n'y a pas de problème d'interaction, il y a juste la mécanique à mettre sur le virage. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'elle part. Donc la simulation numérique, d'accord, elle se fait en 2 parties. La première partie, on identifie les paramètres par la méthode que vous a présentée Antoine. Et ensuite, une fois qu'on a des paramètres, on les met dans le modèle. Et là, on peut jouer avec le modèle de manière phénoménale. On peut varier les paramètres, voir ce qui se passe, ce qui fait quoi et ce qui sert à quoi. Donc sur les championnats du monde, les championnats d'Europe 2021, le gagnant du 400, c'était Hudson Smith, c'est la courbe rouge ici. Donc je ne vous ai pas mis les données, je vous ai juste mis la simulation. Et la courbe bleue en dessous, c'est Femke Bol. Donc ils partent à force maximale, la vitesse croît, et personne ne peut maintenir sa force toute la course. Donc je vous donne juste, on va passer au transparent suivant. La force, on la trace, elle fait quoi? Donc je vous avais dit tout à l'heure, il y a la F et la F totale, donc on va regarder la rouge qui est la force de propulsion le long de la trajectoire, d'accord? Elle est à peu près linéaire décroissante, pas très loin. Qu'est-ce qui se passe dans les fins de virage, les débuts de virage? On se redresse et on se met à l'angle adapté. Donc on a une différence entre la force totale et la force de propulsion qui est liée à V carré sur R, mais pas que ça au niveau des fins de virage et des débuts de virage. Et puis en ligne droite, c'est les parties blanches, les 2 forces sont égales. Oui, parce qu'un 400 mètres, ça se part dans le virage. Donc en gros, les 100 premiers mètres, c'est dans le virage. Ensuite, il y a la ligne droite qui fait 85 mètres. Ensuite, il y a à nouveau un virage et l'arrivée se fait en ligne droite. Donc la force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroît, c'est pour ça que je vous avais dit en début d'exposé. Premier modèle, vous mettez une force qui est linéaire décroissante, et là, vous avez un modèle de sprint qui n'est pas trop faux, qui est ce que font les physiciens depuis bien longtemps, et c'est comme ça qu'ils comprennent le sprint à vélo, qu'ils écrivent des équations sur le Tour de France, etc. etc. Donc c'est pas très juste, mais c'est pas très faux. Voilà, donc on a une force qui est décroissante, qui évidemment est, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de bouton, qui est impactée par les virages. On a pris en compte le virage. Et l'idée, si on compare, je reviens ici à ma courbe, oh là là, excusez-moi, j'appuie pas comme il faut. Voilà, je vais essayer de poser ça. On regarde la courbe rouge et la courbe bleue. Donc la courbe rouge, c'est Hudson Smith. J'ai rien fait. La courbe rouge, c'est Hudson Smith, c'est le gagnant du 400 mètres homme. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il part beaucoup plus fort, évidemment les hommes courent plus vite,
Mais par contre, il va avoir une décroissance de vitesse qui est beaucoup plus importante par rapport à Boll. Boll part moins fort, elle a une vitesse de pointe qui est... Donc on voit Hudson Smith, c'est 10,5, Boll, c'est presque 9,5, mais elle tient mieux sa vitesse puisqu'ils arrivent à la fin quasiment tous les deux à la même vitesse. Donc elle a une décroissance de vitesse qui est moins importante. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est comprendre dans les paramètres physiologiques comment ça se passe, quels sont les paramètres qui jouent justement sur cette décroissance de vitesse. Parce que comment est-ce qu'on gagne un sprint? On gagne un sprint en partant très fort, en allant très vite, mais après, celui des concurrents qui va vraiment gagner, parce qu'ils partent tous à peu près à la même vitesse, c'est en fait celui qui va avoir la décroissance de vitesse la moins forte. Alors souvent, quand vous regardez les championnats et que vous écoutez les commentateurs, alors je ne sais pas si vous avez regardé à Budapest là, en août dernier, les commentateurs vous disent « Femke Boll, sur la ligne d'arrivée, elle sème tout le monde ». Non, elle sème personne du tout. La seule chose, c'est quand vous voyez la courbe et que vous la voyez par rapport à Hudson Smith ou par rapport à ses concurrentes, en fait, elle a une décroissance de vitesse qui est beaucoup moins importante. Donc, ce n'est pas qu'elle les sème, c'est qu'elle décélère moins fort. Voilà. Donc ça, si jamais vous regardez de l'athlétisme encore, vous y penserez et vous ferez attention. Et en fait, quand on le sait et qu'on regarde, on s'en rend compte. C'est-à-dire, il y en a qui décélèrent très fort et d'autres qui décélèrent moins fort. Et ceux qui gagnent, en général, sont ceux qui décélèrent le moins fort. Donc ce qu'on s'est amusé à faire, et c'est en ça que le modèle mathématique est très riche, c'est que maintenant, une fois qu'on a des paramètres pour une athlète, eh ben, on peut se dire, on va varier ces paramètres pour voir un peu ce qui joue et comment ça joue. Donc qu'est-ce qu'on peut varier? On peut varier la force maximale de propulsion, on peut varier l'énergie anaérobie, on peut varier la VO2. La VO2 sur un 400 mètres, elle est croissante, donc essentiellement, varier la VO2, c'est varier la valeur finale de la VO2, donc de sigma. Donc on a trois paramètres importants sur lesquels jouer. Donc la courbe de Boll, c'est la courbe bleue, c'est la courbe du bas. Évidemment, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai augmenté de 5% chacun des paramètres. Donc la réponse est, est-ce qu'on court plus vite? Oui, forcément, puisque dès qu'on a un paramètre qui est plus important, ça permet de finir plus vite. Donc toutes les courbes sont au-dessus. Donc on va commencer par la courbe rouge. La courbe rouge, on a augmenté de 5% l'énergie anaérobie. Donc tout le monde dit le sprint, ça se court le nez bouché, en anaérobie, on ne respire pas. C'est quand même très faux parce que la contribution sur un 400, elle est à peu près 60% anaérobie, 40% aérobie. Mais ça veut dire que si vous augmentez l'énergie anaérobie, vous le voyez, vous augmentez la vitesse sur toute la courbe, vous décalez en fait la courbe parce que bon, il y a le départ, c'est une chose. Sur les 50 premiers mètres, ça se court à peu près toujours de la même façon. Mais si vous augmentez l'énergie anaérobie, vous décalez toute la courbe vers le haut. Donc plus l'athlète a d'énergie anaérobie, plus il va être capable de courir vite. Donc ça, c'est la base. En fait, là-dessus, on n'a pas appris grand-chose parce que tout le monde le savait un peu. Là où on voit les choses de façon un peu plus fine, c'est maintenant, j'augmente la force de propulsion. C'est la courbe verte. Et on voit que la courbe verte, elle passe au-dessus à 50 mètres. Là, c'est celle du haut. Et que par contre, elle redécroît. Donc voilà, si j'ai une force de propulsion très élevée, plus élevée que mes adversaires, une force maximale de propulsion, pardon, une Fmax, force maximale, ça va me permettre de partir très fort, mais le fait de partir très fort, ça coûte. Ça coûte de l'énergie anaérobie. Donc à deux athlètes qui ont la même énergie anaérobie, celui qui part très fort va en fait décélérer beaucoup plus sur la fin. Donc, et c'est là qu'on voit la différence entre Boll et Hudson Smith. Hudson Smith a beaucoup plus de force de propulsion, il va partir plus fort, mais comme il est parti très fort par rapport à un stock anaérobie qui n'est pas proportionnellement aussi fort, il a une décroissance de vitesse qui est plus importante. Donc maintenant, je regarde la courbe noire, c'est celle qui est la plus proche. La courbe noire, j'ai augmenté la valeur de la VO2, donc qui est la valeur finale. Donc on pourrait se dire, bah, si c'est la valeur finale, si c'est à la fin qu'elle a plus de VO2, ça devrait jouer plutôt sur la fin de course. Et c'est là où les maths ne sont pas évidentes, c'est-à-dire qu'un problème de contrôle optimal, ça ne se résout pas à la physicienne. Ça ne se résout pas en disant je rajoute epsilon d'un côté et donc ça va rajouter epsilon par-ci par-là. Non, parce qu'en fait, le contrôle optimal, il est global sur toute la course. Et en fait, la direction dans laquelle vous modifiez un paramètre, vous ne pouvez pas exactement la prévoir sur comment toute la course va être modifiée. Donc là, si j'augmente la VO2 donc en fin de course, puisque d'accord, j'ai une VO2 qui est croissante, j'augmente la valeur finale à peu près 5%,
qu'est-ce que je vois? Ma courbe noire, c'est au début que le coureur va partir plus fort. C'est-à-dire que dans la mesure où il a une VO2 finale qui est plus élevée, il peut aller dépenser son énergie anaérobie au début, et donc partir plus fort, parce que partir fort, ça coûte cher en énergie anaérobie. Donc il va mettre plus d'énergie anaérobie au début, il va partir plus fort, parce qu'en fait, sur la fin de course, il va courir comme Boll ici, parce qu'il récupère cette énergie anaérobie qu'il a dépensée au début, il la récupère en allant chercher de l'aérobie plus tôt. Voilà, donc c'est pour vous montrer que, donc là j'en ai choisi 4, je les ai fait varier, on peut faire varier 2 paramètres à la fois, on peut faire beaucoup de choses pour arriver à comprendre quels sont finalement les paramètres qui jouent dans un 400. Donc la conclusion dans un 400, ce que les gens savaient, c'est qu'il faut une très bonne énergie anaérobie, ça oui, mais il faut la coupler à une anaérobie qui est forte pour éviter une décroissance de vitesse qui est trop importante. Et pourquoi Boll, en fait, réussit si bien ces 400 mètres? Parce que c'est une coureuse de 400 mètres haies. Et donc, en fait, elle a développé une VO2 qui est plus importante que les coureurs de 400 mètres classiques. Et donc, c'est ça qui lui permet d'avoir une décroissance de vitesse qui est moins importante. Voilà, donc on était content de comprendre ces genres de choses. Je vais passer maintenant au 1500. Donc pour essayer de vous introduire un peu au 1500, j'ai commencé par vous mettre une simulation pour des gens qui sont juste des champions régionaux français de Provence. Et on n'a pas mis les virages, juste pour déjà comprendre un petit peu comment les choses se passent. Donc on va regarder la vitesse. Un 1500, ça se court en accélérant très fort, plus fort que la vitesse de croisière. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre en route le cycle aérobie le plus rapidement possible. Donc en fait, ça se fait en accélérant. Si vous accélérez juste tranquille pour atteindre votre vitesse de croisière, en fait, votre VO2 va mettre plus de temps à se mettre en route et ce n'est pas optimal. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une vitesse de croisière à peu près constante. Bon, évidemment, s'il n'y a pas de virage, la modélisation dit que c'est constant. Et puis à la fin, il y a un sprint final qui dépend un peu de votre physiologie. Donc en dessous, vous avez la VO2 qui augmente, qui atteint un plateau et qui diminue en fin de course. Je vous ai tracé la force de propulsion. Énorme au début pour atteindre cette vitesse. Ensuite, elle est constante quand la vitesse est constante. Et à nouveau, on remet de la force à la fin pour sprinter. Donc, c'est une grande différence entre le sprint, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, où on va mettre de la force au début et la force décroît. C'était ma courbe de tout à l'heure. Et une course d'endurance, où on va mettre de la force au début pour démarrer. Et où, s'il vous en reste, la bonne stratégie, c'est d'en mettre aussi à la fin pour accélérer. Alors, ce qui se passe souvent dans les championnats, c'est qu'il y en a qui n'arrivent pas à accélérer parce qu'ils sont partis trop fort à vouloir suivre les champions et donc en fait, il leur reste plus assez d'énergie à la fin pour accélérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir mathématiquement. Si on pousse un athlète à aller plus vite que son rythme optimal en début de course, évidemment, il ne finit pas en sprintant, il finit en décélérant. Donc ça, c'est pas bon. Et là, je vous ai tracé le U, voilà, pour que vous ayez une idée de ce que ça donne le contrôle moteur. Donc il est constant quand la force est constante, et puis il faut mettre en route la force au début et à la fin. C'est ça qui coûte. Alors bon, ça c'était une première simulation. On a fait un peu de maths là-dessus, c'est-à-dire que pour ceux que ça intéresse, on peut arriver, c'était dans l'idée au départ, on se disait est-ce que ça peut valoir le coup de mettre en place un logiciel qui aide les gens à courir? Donc pour ça, il faudrait simplifier notre modèle qui est quand même assez compliqué et qui met un certain temps à être identifié, à être résolu, etc. etc. Est-ce qu'on peut arriver à le simplifier en petits morceaux que l'on comprend plus facilement? Donc le début de course, il est assez simple, c'est une croissance exponentielle de la vitesse. Et le milieu de course, en fait, la théorie mathématique du Turnpike permet de comprendre à peu près ce qui se passe. Donc, et après, la question, c'était la fin de course. Et la fin de course, en fait, elle est complètement déterminée par le contrôle moteur. C'est-à-dire le petit modèle de Pessiglione et ses co-auteurs contrôle complètement la façon d'accélérer en fin de course. Parce qu'en fait, en fin de course, vous avez globalement que la vitesse et la force de propulsion sont proportionnelles. Et donc, en fait, le modèle qui va contrôler la fin de course, c'est notre équation du contrôle moteur, avec le fait qu'on a une énergie qui est globalement donnée et qu'on veut minimiser le contrôle moteur. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse pour aller un peu plus loin, je dirais, sur la course, c'est ce genre d'équation. C'est ça qui permet, dit avec des mots simples, c'est le fait que l'humain a un cerveau
et qu'on ne peut pas juste décrire la physique avec de la mécanique. La mécanique, c'est pour les robots, mais si on veut vraiment décrire l'humain, on est obligé de considérer le cœur, bon ça c'est l'énergétique, et le cerveau. Et le cerveau, il est là dans la façon d'accélérer à la fin. Alors maintenant, on va passer, ça c'est l'affiche, si vous la reconnaissez. Jakob Ingebrigtsen, le champion actuel du monde et de tout ce que vous voulez, du 1500 et du 5000 mètres. Alors c'est un athlète assez exceptionnel parce que c'est une famille de champions. Donc le père était champion, le frère était champion et le deuxième frère était champion et lui c'est le troisième enfant. Et donc il a bénéficié non pas de modélisation mathématique, mais d'expériences acquises à courir et à comprendre comment on court. Et en fait, ils ont visiblement compris pour l'entraîner comment faire. Donc il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits dans la littérature sur la VO2 de Jakob Ingebrigtsen, sur ses capacités hors du commun, etc. Donc nous, ça nous a intéressé d'essayer justement d'identifier sur des courses comment il courait et qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel et pourquoi il est différent des autres. Alors, je ne la vois plus, Munich. Donc ça, c'est le 1500 mètres de Munich en 2021, c'est la courbe bleue, donc ça ressemble aux courbes qu'on avait tout à l'heure. La seule chose, c'est qu'il y a des virages. Donc, il accélère dans la ligne droite et il va un peu moins vite dans le virage. Et donc, c'est un 1500, il part, il accélère plus fort que la vitesse de croisière. Il y a une certaine vitesse de croisière et au bout de 1000 mètres, c'est-à-dire dans les deux derniers tours, 1500, 400, oui, les deux derniers tours, ils se mettent à accélérer, et en tout cas, les font le dernier tour beaucoup plus vite et les deux derniers tours un peu plus vite que le milieu. Donc la question, c'était à nouveau de comprendre comment jouent les différents paramètres. Donc là, on a d'abord choisi de jouer juste sur la VO2. Donc la première courbe que je vous propose de regarder, c'est la courbe verte. Donc si vous la voyez, la courbe bleue, c'est la courbe qui passe tout en dessous. Je vais essayer de la montrer ici. Elle passe tout en dessous, c'est normal parce que c'est celui qui a le moins de... Donc c'est l'identification d'Ingebrigtsen sur sa course à Munich. Et ensuite, on va dire, on a une courbe de VO2. D'abord, on va considérer qu'il atteint sa VO2 max plus vite. Donc il a une cinétique qui est plus rapide. Ensuite, il a une valeur de VO2 max qui est plus importante, et ensuite, il a une décroissance de VO2 qui est moins importante, et voir comment ça joue sur la course. Donc la première chose, c'est la courbe verte. Il a une cinétique de VO2 plus rapide. Enfin, on simule un athlète fictif qui a une cinétique de VO2 plus rapide que Ingebrigtsen pour voir comment ça joue. Et donc, c'est là qu'on voit que la façon optimale de courir, c'est de partir moins fort. Alors, nous, ça nous a beaucoup étonné au début de se dire, d'ailleurs le référé n'a toujours pas compris, de dire s'il part plus vite, donc la logique du référé, c'est s'il a une cinétique plus rapide, il n'a qu'à aller à la même vitesse que les autres, ça ne sert à rien qu'il parte plus lentement. Bon. Mais les maths, le calcul optimal, il va dire il n'a pas besoin de partir aussi vite, parce qu'en fait, en partant moins vite, donc en montant moins haut ici, ça va lui permettre, comme il a atteint sa VO2 plus vite, parce que c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de partir fort et de partir à une vitesse importante, c'est pour mettre en route la cinétique de VO2. Donc c'est pour atteindre le maximum du débit de VO2 le plus rapidement possible. Mais si vous avez une cinétique qui par nature est rapide, vous n'avez pas besoin de partir trop fort. Donc l'athlète qui a une cinétique plus rapide, il peut partir un peu moins vite, plus tranquillement, et arriver à 400 mètres, donc à la fin du premier tour, là, il est tranquille, il peut aller plus vite que les autres, il peut prendre une vitesse de croisière qui est plus rapide, et puis après accélérer à la fin. Donc la cinétique plus rapide donne un intérêt à partir un peu moins fort pour après avoir une vitesse de croisière plus élevée. Et en fait, c'est ce que fait Ingebrigtsen, c'est-à-dire que très souvent, il n'est pas devant, alors en particulier à Budapest, bon, les gens me disent qu'il n'était pas très en forme, mais il savait qu'il n'avait pas besoin de partir aussi fort. Et alors le lendemain dans l'équipe, c'était très drôle parce que le journaliste et un
un Français, on dit, mais il aurait fallu que les autres concurrents l'entraînent pour qu'il parte plus fort et qu'il soit épuisé. Et non, il n'a pas à être entraîné parce qu'il sait que lui, il doit partir moins vite et qu'après, il l'a expérimenté probablement, ce que nous, on a trouvé numériquement. Il peut partir moins vite pour après courir plus vite sur une vitesse de croisière plus rapide. Donc les autres courbes, il faut bien les voir. Donc il y a le bleu, c'est celle du bas. Le noir, vous augmentez la VO2. Donc de façon assez logique, si vous avez une VO2 plus élevée, vous courez à une vitesse de croisière plus importante et puis vous accélérez plus fort. C'est-à-dire toute la courbe est décalée vers le haut. Ça, ce n'est pas une grosse surprise. Et si vous maintenez votre VO2, c'est-à-dire si la décroissance de VO2 est moins importante, à ce moment-là, vous pouvez courir encore plus vite, beaucoup plus vite, et courir plus à vitesse constante. Donc en gros, les coureurs d'endurance de 1500, 5000 qui courent quasiment à vitesse constante sont les coureurs qui ont le moins de décroissance de VO2, sont les plus champions, en fait, on va le voir sur une autre athlète, et c'est ça qui leur permet d'avoir une vitesse de croisière plus importante. Alors on a joué avec d'autres paramètres qui sont la force de propulsion. Alors sans surprise, c'est la courbe noire qui est ici. Si j'augmente ma force de propulsion, je pars beaucoup plus fort. Et à la fin, j'accélère beaucoup plus fort. C'est ce que je disais tout à l'heure, le modèle de contrôle moteur, la force maximale, elle joue sur le début et la fin de course. Si donc je mets plus d'énergie anaérobie, à nouveau, j'ai toute la courbe qui se décale vers le haut, mais avec une courbe à nouveau ici qui est un tout petit peu plus plate. C'est-à-dire que l'énergie anaérobie va jouer pas sur le début de course, mais sur la moyenne et la fin de course en décalant la courbe vers le haut. Et la VO2, c'est juste un rappel parce que c'est une des courbes que j'avais montrées tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas trop au niveau du temps. D'accord. Donc je peux juste dire un mot un peu plus, peut-être... Il y a quelque chose qui nous intéressait, c'était comprendre qu'est-ce qui fait que la partie de sprint, entre guillemets, en tout cas d'accélération dans le dernier tour, quels sont les paramètres qui vont jouer là-dessus. Donc pour ça, on a choisi une autre athlète, c'est une femme, Sabatini, une italienne, pour laquelle on avait deux types de données. Les données à Tallinn, c'est-à-dire c'était les championnats U23, c'est les championnats jeunes. Et l'année suivante, elle a participé au championnat d'Europe à Munich, donc ce n'est pas la même année, elle a progressé de l'un à l'autre, et elle n'a pas du tout fait la même course. Donc Tallinn, c'est U23, elle a une vitesse moyenne là, à 5,5 mètres par seconde, et en fait, elle va par contre accélérer beaucoup sur la deuxième partie de la course à partir de 800 mètres. À Munich, elle va être capable de courir plus vite, et on voit que son accélération est moins importante. Et l'intérêt, je dirais, de notre modèle mathématique, c'est qu'il nous donne accès à la VO2, qui est quelque chose que les gens ne peuvent pas mesurer. C'est-à-dire, on a des mesures de VO2 max, on a des mesures de valeur de VO2, mais on ne peut pas faire courir un athlète sur 1500 mètres avec un masque et voir ce qui se passe. En tout cas, il ne court pas de la même façon. Et donc là, ce que le modèle nous montre, c'est donc ce que j'ai tracé en bas, c'est la VO2. À Munich, elle a une VO2 qui va beaucoup moins chuter qu'à Tallinn. Et donc, en fait, la chute de VO2 est très liée à la nécessité d'accélérer plus ou moins fort en fin de course. Donc, les athlètes qui vont maintenir leur VO2 n'ont pas un besoin, pour faire leur performance optimale, d'accélérer autant. Donc, c'est en ça que si on revient à Ingebrigtsen, vous voyez, la courbe rouge ici, il a plus d'énergie anaérobie, et la courbe verte, il a une VO2 plus importante, sont des courbes qui sont plus plates, entre guillemets, que la courbe de Sabatini, où il y a en fait un pourcentage aérobie-anaérobie qui n'est pas du tout du même style. Voilà, donc la conclusion, je ne vous ai pas montré toutes les courses du 100 mètres au 10 000 mètres. On a fait le 100 mètres, on a fait le 400, on a fait le 1500, on a fait le 10 000. Sur le 10 000, ce qui est à noter, c'est qu'il y a souvent des effets stratégiques, et on voit vraiment que les athlètes qui sont emmenés dans les effets stratégiques ont du mal à finir la course parce qu'ils manquent d'énergie. Ils utilisent de l'énergie anaérobie sur le milieu de course pour aller suivre celui qui part et qui est le champion,
Et au lieu de finir la course en sprint, ils vont la finir en décélérant, ce qui n'est pas du tout l'optimal pour une course d'endurance. Donc la question qu'on a posée au début, c'était comment optimiser son effort, gérer ses ressources et ses contraintes pour faire le meilleur temps. J'ai essayé de vous montrer qu'on met en place un certain nombre d'équations différentielles couplées sur lesquelles on va poser un problème de contrôle optimal qui nous permet de calculer la vitesse, l'énergie. Oui, je ne vous ai pas montré les courbes d'énergie parce que ce n'est pas passionnant, l'énergie elle décroît et elle décroît quasiment linéairement. Enfin, il y a assez peu de choses intéressantes qui émergent de l'énergie, et la force de propulsion qu'il doit fournir. Et je dirais l'intérêt majeur que je vois à la simulation, parce qu'on avait beaucoup de data, sur les data on voit les courbes de vitesse, mais sur ces data on peut faire des statistiques, mais ça ne va pas nous dire quels sont les paramètres qui jouent sur la course. Donc l'intérêt de la simulation, c'est vraiment de comprendre comment joue la force de propulsion maximale, comment joue l'énergie anaérobie, comment joue l'économie de course, je ne l'ai pas montré, mais enfin tous les paramètres, on peut les varier et comprendre à quoi ils servent et comment un athlète va pouvoir s'entraîner pour améliorer sa performance. Donc nous, notre but, c'était de reproduire les performances des champions. On avait besoin de données de course extrêmement précises, c'est-à-dire que donc ce qu'on a dit, c'est qu'on a des positions de vitesse toutes les 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est 0,1 seconde, donc ça fait sur un 1500 mètres, ça fait beaucoup de données, sur un 10 000 mètres encore plus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait le marathon, l'ultra trail, etc., parce que c'est trop compliqué à gérer. Si on a moins de données, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que pour identifier les paramètres, on a beaucoup de paramètres à identifier. Il y aurait beaucoup trop de courbes optimales qui passeraient autour des paramètres avec des données moins importantes. Donc la perspective d'autres sports, elle est, je dirais, théoriquement très facilement accessible parce qu'il suffit d'adapter la mécanique. L'énergétique, c'est la même et le contrôle moteur, c'est la même équation. La seule chose, c'est qu'il faut avoir des données extrêmement précises. Et les données GPS, selon les sports, ne sont pas du tout forcément assez précises. Donc, par exemple, j'avais été contactée par la Fédération française d'aviron, et il se trouve que l'aviron, avec son mouvement de rame, etc., il y a énormément de bruit dans les données de position. Alors après, les gens m'ont dit « Non, mais c'est pas grave, il suffit d'enlever le bruit. » Oui, mais ce qu'il y a, c'est que si on enlève le bruit et si on lisse les courbes, on ne va plus trouver dans les courbes les singularités qui nous intéressent, qui vont correspondre à la spécificité des paramètres. Donc voilà, pour l'instant, on s'est cantonné à la course à pied, et l'idée, c'est avec les simulations qu'Antoine vous a présentées, arriver maintenant à rajouter l'effet à 2 coureurs, mieux comprendre les pistes intérieures, parce que le stade que je vous ai présenté, c'est un stade extérieur de 400 mètres. Sur les pistes indoor intérieures sont des pistes de 200 mètres, les rayons de courbure sont beaucoup plus serrés, ils sont entre 16 et 19 mètres, donc ça fait une force centrifuge qui est très différente. Voilà, donc l'idée c'est d'aller vers ces pistes intérieures et mieux les comprendre et arriver à bien mettre en place le modèle à 2 coureurs. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie et on va prendre les questions. Ah non, ce que j'ai dit, c'est que dans l'équation de mécanique, j'y rajoute tout ce que vous voulez, V2, V3, V4, V5. Là, on ne l'a pas mis parce qu'il faut faire des choix de présentation. Le modèle a quand même un certain nombre de complications dans tous les sens. Donc, tel que j'ai écrit les équations, j'ai mis un frottement qui est linéaire en vitesse, qui est ce qui est raisonnable pour un coureur sur une piste d'athlétisme sans vent, parce qu'il ne peut pas y avoir de vent pour que les courses soient homologuées, mais il n'y a aucun souci à aller rajouter un terme en V carré dans l'équation, ça marche exactement pareil. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire dans l'équation de mécanique, vous pouvez rajouter un V moins V vent au carré, vous pouvez rajouter un terme de côte, vous pouvez rajouter c'est comme ça qu'on le met, le terme d'attraction par le coureur devant. Vous pouvez mettre dans la mécanique, enfin la mécanique elle est simple et c'est si vous voulez faire de la mécanique en fixant la force que c'est compliqué, mais nous notre modèle il résout tout, enfin le code d'Antoine résout tout ce que vous voulez.
Donc sur un 400, on ne l'a pas fait encore, on l'avait fait sur un 200 dans un article avec Pierre Martinon. Donc on a mis effectivement, c'est un papier qui est publié dans PLOS ONE, je ne l'ai pas cité. Donc c'est là qu'on a développé ce modèle à 2 coureurs. Donc évidemment, si vous courez tout seul, le mieux c'est d'être dans le couloir le plus extérieur parce que c'est là que la force centrifuge est la plus faible. Mais si vous êtes en ligne extérieure, vous ne voyez personne. Et en particulier, vous démarrez en aveugle. Donc les coureurs ont tendance à démarrer moins vite finalement sur les lignes extérieures que sur les lignes du milieu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur le modèle, sur un 200 mètres, à la fois la force centrifuge et la traction par le coureur devant qu'on a calibré sur le fait que sur 400 mètres, on gagne 1 seconde. Et donc ce qu'on montre, c'est que la performance est la même exactement sur les lignes 4, 5, 6. Ensuite, 3 et 7, c'est la même chose. 2 et 8, c'est la même chose. Donc on a une espèce de... Il faudrait peut-être que je prenne le tableau pour vous faire un dessin. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Enfin, vous avez 3, 4, 5, c'est pareil. 4, 5, 6, c'est pareil. 3 et 7, c'est pareil, c'est un peu moins rapide. 2 et 8, c'est un peu moins rapide. Et 1, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, en ligne 1, vous avez beau être... voir tout le monde, la force centrifuge est trop forte pour permettre de faire un bon temps. Donc ça, c'est pour ça que sur les nouveaux stades, si vous suivez un peu les compétitions, les nouveaux stades, ils ont 9 couloirs et non plus 8. Et en général, les courses en couloir sont courues sur les couloirs 2 à 9 plutôt que 1 à 8. Et donc ce qui change un peu la simulation, ça on ne l'a pas fait parce qu'on ne l'avait pas à ce moment-là. Et ils ont changé en mai dernier. Donc, quand nous, on avait fait ces simulations, à ce moment-là, l'attribution des couloirs sur les courses de 2... Parce que le 100 mètres, c'est en ligne droite. Bon, donc, sur le 200 et le 400, c'était... On prend les meilleurs et on les tire au sort sur 3, 4, 5, 6. Donc, globalement, on tire au sort les meilleurs sur les meilleurs couloirs. Ensuite, on tire les 2 suivants sur 7 et 8. Et les 2 derniers, c'est-à-dire ceux qui ont fini la demi-finale, le dernier pour la finale, on les tire sur 1 et 2. Donc il n'y a jamais aucun espoir de voir un gagnant sur le couloir 1 ou 2, puisque ce sont les plus mauvais qu'on a mis sur les couloirs les plus durs. Et donc ça, ils ont changé la réglementation en mai dernier. Elle n'est plus la même sur le 200 et le 400, donc c'est toujours quelque chose du style, on met les meilleurs au milieu, mais ce n'est plus exactement le même milieu. Et il y a surtout cette affaire qu'on décale les stades. Donc effectivement, dans les choses qu'on veut faire, c'est faire le calcul aussi pour le 400 pour voir quelle est la différence. Sachant que sur les stades, ils ne sont pas tous pareils. Il y a 3 types de stades. Il y a les stades standards qui sont des lignes droites et des demi-cercles. Et puis il y a les vieux stades qui sont en anse de panier, qui sont en fait formés de 3 cercles différents. Et alors là, le couloir 1, c'est encore pire que pire. Donc... voilà, donc là-dessus, il y a quand même la logique qu'on met les meilleurs dans les couloirs les plus favorables et donc on ne s'étonne pas que les gagnants finissent dans les couloirs du milieu. Ah oui, non, au niveau du... Non, j'ai pas dit... Le trail, on l'a jamais... Donc la question était sur le marathon et le trail. Donc arriver aux 10 000, c'est très long et c'est très compliqué. Le modèle sur le marathon, le trail c'est très très différent parce qu'au niveau de la fatigue, au niveau pour tenir, etc., il y a beaucoup d'autres paramètres sur la fatigue qui joueraient. Ce que j'ai dit, j'ai peut-être conclu de manière un peu inexacte au sens où après le 10 000 mètres, ça devient très compliqué numériquement, déjà. Mais en plus, effectivement, au niveau du modèle, il y a certainement beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Donc, dans le marathon, ce qu'on avait mis dans un modèle initial, c'était une espèce... Il y a une nécessité sur les courses longues de varier sa vitesse. Ce que j'ai montré là, dans la simulation la plus simple sur un 1500 pour comprendre les étapes de la course, c'est totalement faux sur un marathon.
Et ça ne dépend pas des virages, ce n'est pas une question de virage ou pas virage. Il y a une vitesse de croisière qui est donnée, qui est en fonction du temps qu'on veut faire à la fin, mais il est très important de varier légèrement sa vitesse. On ne sait pas trop physiologiquement ce qui se passe, une espèce de recréation d'énergie ou quelque chose qui joue dans la variation de vitesse. Voilà. Et pour le trail, j'ai des questions à chaque fois et moi je suis admirative des gens qui courent le trail, mais je n'ai aucune idée. Il y a des fois, vous voyez, quand on a écrit un modèle, on se dit, d'accord, comment est-ce qu'on l'améliore la prochaine fois, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut viser. Et le trail, je ne sais pas, pour moi c'est inhumain. Donc je ne saurais pas du tout mettre un modèle sur cette espèce de gestion de la fatigue la nuit quand c'est l'heure de dormir, de manger, etc., etc. Oui, ça, je ne sais pas. Donc la question était sur Kipchoge qui court derrière une voiture à Monza. La voiture était vraiment à vitesse constante. Je ne sais pas du tout si Kipchoge en fait variait un tout petit peu sa vitesse au niveau de la voiture, si en fait la voiture n'était pas complètement à vitesse constante. Vous voyez, c'est très dur de connaître tout le détail derrière. Et j'avoue, je ne suis pas compétente complètement sur le sujet. Je pense que moi, j'ai suggéré à plusieurs collègues que ce serait très intéressant d'avoir Jim Ratcliffe ou les gens de Ineos qui viennent un peu discuter à Paris et qu'on en sache plus. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui savent des choses et qui ne nous disent pas tout. Et voilà, il va y avoir les Jeux et tous ces gens seront probablement à Paris. Donc moi, mon rêve serait que des gens comme ça acceptent de venir à une table ronde et d'en dire un peu plus. Ah, ça c'est une vaste question. Et sinon, votre voisin avait une question plus facile, le temps que je réfléchisse à la réponse. Alors, ça c'est le principe de quand on fait un modèle, c'est qu'est-ce qu'on choisit de garder et qu'est-ce qu'on choisit de ne pas garder. Donc là, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ces modèles, ils ont été vraiment avec des couches successives. Les unes après les autres. Donc la première couche, le coureur, c'était un point matériel. D'accord ? Un point matériel en ligne droite, qui avance, on ne sait pas trop comment, etc. etc. Bon. Donc après, si vous voulez évoluer par rapport au point matériel, vous dites, OK, il y a une foulée, il court en sautant d'une jambe sur l'autre. En fait, il appuie pendant à peu près un tiers du temps de la foulée et non pas du tout tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on réfléchit, on discute avec les collègues, on va voir qui sait sauter d'un pied sur l'autre, comment on rebondit, comment ça se modélise, le rebondissement, le rebond plutôt. Donc là, il y a des collègues à Grenoble qui font ça. J'étais particulièrement intéressée sur ce sujet pour les chevaux parce qu'on a modélisé aussi la course des chevaux. Et autant les coureurs, ils courent à peu près tous sur des pistes de bonne qualité qui rebondissent toutes à peu près de la même façon. Autant les chevaux, il y a des fois, ils sont sur du gazon mouillé dans lequel ils s'embourbent. Et il y a des fois, ils sont sur une piste PSF en bon état qui rebondit bien comme une piste d'athlée. Et donc, je m'étais dit, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment est-ce que je modélise le rebond. Voilà, donc j'ai écrit, j'ai un cahier comme ça où j'ai écrit des lignes et des lignes et des lignes et des lignes. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, finalement, au final, ça change quoi sur ma courbe de vitesse ? Eh bien, ça va changer que mon paramètre taux a un peu changé, mais finalement... Donc dans la foulée, il y a deux choses. Il y a la taille de la foulée, il y a la fréquence. Donc en fait, la taille de foulée, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Elle dépend effectivement du poids, de la taille, de toutes sortes de choses, mais elle est intrinsèque à l'athlète. Et l'athlète, il connaît sa taille de foulée. Il ne va pas s'amuser à la faire plus petite, plus grande. C'est un peu vous, quand vous allez marcher, vous n'allez pas vous amuser à faire des tout petits pas ou des très grands pas. Vous vous rendez compte assez vite que c'est fatigant et que ce n'est pas du tout efficace. Donc il y a une taille de foulée qui est optimale. Et que l'athlète connaît, enfin il la trouve tout seul, on n'a pas besoin d'aller lui faire des calculs il sent la taille de foulée qui doit être la sienne. Et donc en fait ce qui régit la vitesse finalement c'est la fréquence de la foulée. C'est ça qui va changer vraiment dans la course. Donc voilà, donc après par exemple là-dessus avoir essayé de mettre des choses, je me suis dit ok, en fait ce qui change vraiment sur le résultat, parce que nous ce qu'on veut c'est la courbe de vitesse, enfin c'est là-dessus qu'on a une information de données et c'est là-dessus qu'on identifie quelque chose.
Donc en fait, je me suis rendu compte que le modèle, il était pas mal et qu'il suffisait d'adapter le paramètre taux au rebond ou à ce genre de choses et que ça marchait bien. Donc la longueur des jambes, en gros, qui est quand même un paramètre essentiel, c'est-à-dire que il y a des athlètes qui ont des grandes foulées, des athlètes qui ont des petites foulées. Donc, je ne vais pas vous dire ça ne joue pas. Au contraire, ça joue, c'est important. Mais une fois qu'il y a un athlète avec une taille de foulée donnée, à laquelle je ne peux pas faire grand-chose parce que c'est à lui de la travailler avec son coach, enfin, ou au coach de choisir l'athlète en fonction de... le modèle n'était pas si mal comme ça. Alors après, il y a la question du virage, parce que là, dans le virage, vous ne pouvez pas considérer qu'un point matériel est penché, c'est un peu compliqué. Donc, on est passé à un modèle où l'athlète, c'était une tige. Donc, pareil, on a un peu oublié la foulée, mais en tout cas, c'est une tige qui se penche. Donc, on a fait la mécanique avec la mécanique de la tige. Donc, ça m'a rappelé des vieux souvenirs de quand j'étais étudiante, aller rechercher comment est-ce qu'on fait la mécanique de la tige. Et en fait, pareil, on s'est rendu compte que pour ce qu'on voulait in fine comme information, qui était la vitesse, la force et l'énergie, il n'était pas utile d'aller chercher plus profond. Ça allait donner des informations supplémentaires, bien sûr, mais qui n'allaient pas être forcément pertinentes par rapport aux informations que nous, on voulait in fine. Donc il y a plein de façons de raffiner le modèle, mais pour ce qu'on veut faire, je dirais, on prend l'athlète tel qu'il est avec sa taille de foulée et on va identifier sa façon de courir. Et c'est par contre avec le coach qui va travailler, vous voyez, la taille de la foulée ou d'autres paramètres qui sont beaucoup plus dépendants de sa musculature. Donc nous, c'est le paramètre taux qui va beaucoup jouer sur en fait, la forme de l'athlète. On appelle ça l'économie de course, c'est-à-dire à la fois s'il a des articulations qui sont en bon état, parce que si vous avez des articulations en très mauvais état, vous allez avoir en fait une mauvaise capacité à courir. Voilà, donc c'est surtout le paramètre taux qui va jouer là-dessus. Et après, nous, on identifie un coureur, donc on va avoir des informations pour ce coureur, mais on n'est pas capable de donner quelque chose sur la taille et le poids. Vous avez vu, j'ai tout mis de façon massique, de toute façon, pour ce qui est de la masse. Donc la force, elle est divisée par la masse à chaque fois. Et voilà, donc on en est là. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément les paramètres sur lesquels on peut apporter des informations. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ah, la résistance à l'air, pour moi, c'est les modèles d'aérodynamique, c'est-à-dire vous avez un coefficient qui dépend de la surface à l'air, et ça, vous le mettez dans l'équation de mécanique. Donc ça, nous, on ne l'a pas choisi de le mettre, mais ça se met sans problème. C'est quelque chose qu'on rajoute sans problème dans l'équation. C'est juste qu'étant donné nos données de course, ils n'étaient pas sur l'île de Bréa. Donc c'est des vents qui sont forcément inférieurs à je ne sais pas combien de mètres par seconde, mais qui fait que sur la course, dès que le vent est un peu fort en championnat, les données ne sont pas homologuées, donc, ou alors les courses sont annulées. Donc nous, on n'avait pas de données avec du vent, donc ça n'avait pas de... Et il ne court pas assez vite, je dirais, pour que sans vent, ça ait de la signification. Alors pour répondre rapidement à la question sur mon parcours, donc moi, j'étais élève à l'école normale supérieure et j'ai fait ce qui s'appelait le cursus maths physique, donc j'ai fait une licence de maths et une licence de physique la première année. Et j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas si j'allais tourner à droite ou à gauche. Donc finalement, j'ai fait une thèse en mathématiques et j'ai passé la grecque en mathématiques. Mais je me suis toute ma vie intéressée à des problèmes autour de la physique, motivée par de la physique. Alors, il y a eu les supraconducteurs, la combustion, la physique des basses températures, beaucoup autour des condensats de Bose-Einstein. Là, en ce moment, je travaille avec des gens ici, je ne sais pas trop où. Du LKB sur les polaritons, les fluides de lumière. Et puis un jour, voilà, donc j'ai toujours eu un intérêt pour une curiosité et un intérêt pour ce qui se passe autour de moi. Et un jour, il fallait faire de la place dans notre bibliothèque parce qu'on allait avoir un deuxième enfant et il fallait vider des livres parce qu'on allait les transformer en une chambre. Et je suis tombée sur un livre de mon mari, c'était La physiologie de l'exercice. Et ça commençait comme ça, ce livre. Toutes les fonctions mathématiques sont x puissance n
log de x et exponentielle x. Et avec ça, la personne, pendant 200 pages, expliquait toute la physiologie de l'exercice. Et alors là, je suis restée scotchée sur ce livre, et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut parler de la physiologie humaine en considérant que toutes les fonctions mathématiques sont x puissance n, log de x et exponentielle x? Donc la réponse, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'universalité des courbes. Donc quand vous partez de l'humain, il y a beaucoup de choses, enfin je ne sais pas si vous avez déjà lu de la littérature sur les médicaments, la pharmacie, le Covid, le machin, tout est exponentiel. C'est toujours, il y a des demi-temps de vie, il y a des, enfin je ne vais pas vous donner, là je ne suis pas inspirée pour vous donner des exemples, mais globalement tout est exponentiel. Donc en physiologie de l'exercice, comment ils font? Ils font des mesures, ils ont des courbes, et alors là ils disent, bon ben là ça c'est une première exponentielle avec un coefficient taux 1, là ensuite il y en a une deuxième avec un coefficient taux 2, et puis une troisième avec un coefficient 3. En général, ils ne vont jamais plus loin que 3 ou 4. Et avec ça, donc, ils collent des morceaux d'exponentielle. Alors, c'est jamais très faux, parce qu'une équadif, globalement, hein, si vous l'approchez, c'est x' plus 1 sur taux x égale constante. Ça approche quasiment toutes les équations du monde entier. Donc voilà. Donc, ils se mettent à faire des maths, ils mettent des morceaux d'exponentielle et ils les recollent. Donc ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse considérer qu'on décrit l'humain comme ça, avec des fonctions aussi simples. Moi, je viens d'un milieu où on m'a appris à écrire des équations différentielles, à les coupler, et puis à essayer de trouver des propriétés de ces équations différentielles couplées. Et donc, par curiosité, j'ai commencé à regarder dans la littérature s'il y avait des gens qui avaient réfléchi à comment faire des modèles, parce que ce n'est pas très difficile d'écrire la mécanique avec des équations différentielles. Voilà. Donc, je peux vous assurer d'une chose, c'est que dans le domaine sportif, donc il y a beaucoup de physiciens qui ont écrit de la physique du sport. Ça, il y a de la littérature en quantité. Mais la physiologie de l'humain est quelque chose qui est mathématiquement extrêmement pauvre. Et si ça vous intéresse, je ne sais pas quel est votre parcours et ce que vous comptez faire, mais je peux vous garantir qu'avec un peu de curiosité et un peu de culture générale, vous pourrez apporter quelque chose à ce domaine qui est dans un état de... Enfin voilà, quand j'avais parlé à l'auteur du livre, elle m'avait dit « Mais madame, si vous mettez la relativité d'Einstein, est-ce que ça fera courir le coureur plus vite ?» Donc je lui avais dit « Non, je suis désolée, les coureurs, ils courent en mécanique classique et on ne peut rien faire de plus. » Voilà, ce sont des gens, ils savent à peine ce que c'est une dérivée. Alors une dérivée seconde, n'en parlons pas. Et donc, ils collent des morceaux de logarithmes et d'exponentielles selon le sens dans lequel vous prenez l'équation. Et si vraiment ça ne marche pas, ils mettent une fonction puissance. Voilà. Merci Antoine et merci Amandine.